Bonjour et bienvenue dans ce journal. Quel transport demain pour le Val d'Oise dans le Grand Paris? La question se pose et la réponse a de quoi laisser songeur. Seul représentant du département dans les projets de développement des transports en Île-de-France à l'horizon 2023, c'est l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et ses 100 000 emplois. Problème aujourd'hui, seulement 15% de ces emplois de proximité sont occupés par des Valdoisiens. Yoann Bensoussan a assisté lundi soir à la première réunion publique dans le Val d'Oise sur le Grand Paris des transports. Et vous allez le voir, les participants n'ont pas mâché leurs mots. Il y a des incertitudes dans les projets et surtout, me semble-t-il, si rien n'est fait, un grand gâchis. Merci. Autant dire tout de suite que le projet de transport du Grand Paris est loin d'être en terrain conquis dans le Val d'Oise. Seul représentant du département dans ce projet de développement de l'Île-de-France à l'horizon 2023, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et ses 100 000 emplois. Problème aujourd'hui, seuls 15% de ces emplois de proximité sont occupés par des Valdoisiens. Roissy est effectivement un des pôles les plus développés économiquement en Europe, mais qu'à côté, il y a des poches de pauvreté qui sont les plus importantes d'Europe aussi. Et qu'on réussit l'exploit dans notre pays, dans cette région, de faire cohabiter des emplois qui se créent par milliers, des chômeurs qui existent par milliers, et qu'on n'est pas capable, à 7 km l'un de l'autre, de les mettre en relation. Pour construire ce grand 8 ou métro automatique, la Société du Grand Paris table sur un coût d'environ 23 milliards d'euros. Au-delà du financement, l'inquiétude de beaucoup de Valdoisiens se porte aussi sur les maigres réponses apportées aux déplacements à l'intérieur du département. Pour exemple, la liaison Cergy-Roissy ne gagnera que 10 petites minutes par rapport à aujourd'hui. Pas suffisant pour les élus du Val d'Oise qui demandent une amélioration des transports déjà existants. On n'aimerait pas avoir la double peine, c'est-à-dire à la fois ne pas avoir d'infrastructures nouvelles et puis à la fois ne pas avoir la remise à niveau nécessaire. Entre le projet Arc Express soutenu par la région et le projet de transport du Grand Paris accompagné lui par l'État, la concurrence est bien réelle et les débats publics séparés. Pour autant, pour le président de la commission, face à l'inquiétude des élus valdoisiens, il ne doit pas y avoir de sujet tabou lors de ces face-à-face. Nous les avons entendus, nous avons fait en sorte que dans le débat, on parle de leurs sujets. On parle de tous les sujets qu'ils ont évoqués. Alors peut-être que les réponses ne seront pas celles qu'ils attendent, mais c'est le débat. Encore en phase de préconception, le projet va continuer son tour de l'Île-de-France. Sur le Val d'Oise, 6 autres débats publics auront lieu jusqu'au début de l'année prochaine. L'occasion peut-être pour les élus et les habitants de faire encore modifier légèrement le projet. Même si le maître d'ouvrage a d'ores et déjà prévenu, le Grand Paris n'a pas vocation à répondre à toutes les difficultés en Île-de-France. Une phrase qui pour les élus du Val d'Oise sonne comme un aveu d'échec. En bref, la situation sur le front des stations-service n'évolue pas. Toujours ces images de bouchons aux pompes à essence. Un petit peu moins, constaté nos équipes, un peu moins de bouchons. Mouvement contre la réforme des retraites, toujours difficile de mobiliser les étudiants de l'université de Cergy-Pontoise. Alors que les lycéens valdoisiens participent activement à des blocus, seule une petite quarantaine d'étudiants étaient présents ce mercredi à l'Assemblée générale organisée par l'UNEF. L'appel à se joindre aux mobilisations en cours a été voté à l'unanimité par une poignée d'étudiants. Le mouvement est en phase de construction, explique Léo Moreau, le président de l'UNEF pour Cergy-Pontoise. On est dans la démarche d'arriver nous aussi à mobiliser les étudiants, puisqu'il n'y a effectivement pas de raison à partir du moment où les lycéens ont compris que cette réforme les concernait et était néfaste, que les étudiants ne le comprennent pas. Mais c'est vrai que quand on est dans une rentrée à mi-septembre, fin septembre, voire début octobre pour certaines filières, on a d'abord la tête aux soucis administratifs, aux inscriptions, à l'achat des bouquins, etc. Et qu'on n'ait pas forcément l'esprit libre pour se concentrer sur cette réforme et comprendre ses implications. Aujourd'hui, on arrive justement dans une phase où on commence à avoir des étudiants qui sont plus concernés, plus impliqués. Zoom maintenant sur la vente directe, un secteur qui ignore la crise. Cette pratique qui se caractérise par la présence physique d'un consommateur et d'un vendeur témoigne d'une bonne santé en dépit de la morosité économique ambiante. Les ventes présentent des taux de progression de 7 à 8% par an, alors que le commerce traditionnel, lui, stagne. 2600 Valdoisiens arrondissent leur fin de mois de cette manière. Regardez, c'est un reportage signé El Hadji Koli. Une démarche assurée, une présentation soignée, voici la dernière arme de persuasion massive. Elle s'appelle Laurence, elle a 47 ans et elle s'adonne depuis maintenant 2 ans à la vente directe. Eh bien, j'étais secrétaire pendant plus de 16 ans et après j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans pour m'occuper de mes enfants et je souhaitais concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Donc ça m'a semblé une bonne opportunité d'être conseillère et ensuite animatrice, donc de travailler à temps choisi.
Avec de plus en plus de clients adeptes de ce contact direct avec le vendeur, ce secteur se porte bien. À cela s'ajoute la fidélité des pionniers comme Martine. Depuis plus de 10 ans maintenant, elle accueille ses ventes chez elle. Eh bien, il nous explique exactement, il y a tout un tas de produits qui peuvent servir pour des choses qu'on ne pensera absolument pas. Et donc la démonstration avec la présentatrice est tout à fait très bonne pour nous aider à bien se servir de tous ces produits. Née en 1832 aux États-Unis, la vente directe reste un moyen de distribution dynamique. Contrairement aux idées reçues, ce secteur en plein essor économique recrute dans toutes les couches de la société. Ce métier est abordable à tout âge, quel que soit son niveau. Ce qui veut dire qu'un jeune aujourd'hui peut totalement, en sortant de l'école, essayer de comprendre ce métier et se familiariser avec ces techniques de vente. Ce métier reste néanmoins fortement plébiscité par les femmes. 3/4 des vendeurs sont des vendeuses. Elles peuvent ainsi allier vie de famille et vie professionnelle à leur propre rythme. Le temps que vous voulez y consacrer, si vous faites du plein temps, vous avez un salaire tout à fait convenable. Si vous faites 1 ou 2 réunions par semaine, vous faites un salaire d'appoint. En fait, c'est vous qui allez évoluer en fonction du temps que vous avez et de l'argent que vous voulez gagner. La vente directe a encore de beaux jours devant elle. Le gouvernement vient de signer un accord avec la Fédération de la vente directe qui prévoit la création de 100 000 nouveaux emplois. Laurence, quant à elle, compte bien passer à plein. On poursuit maintenant notre série sur les talents musicaux de Cergy Pontoise avec aujourd'hui le petit gars de Cergy, Anis. Après 3 albums à son actif et des singles à succès, le chanteur est actuellement à La Réunion en train de préparer son 4e opus, un dépaysement nécessaire pour cet artiste qui avait déjà fait pour son album précédent, Rodeo, un tour par le Portugal. VOTV l'avait rencontré à l'époque, c'était à son retour lors d'un concert à Jouy-le-Moutier. Regardez. C'est comme ta fille que tu as trépassé, je comprenais rien au portugais, tu parlais lentement pour m'aider, et tu avais l'air bien, mais ça... Je l'ai écrit au bord de la mer cet album, dans une crique où j'allais souvent. Je l'ai écrit dans l'appartement que je louais là-bas, mais je testais les chansons que je faisais, je les testais dans un bar. Ceux qui ne connaissent pas Lisbonne, c'est vraiment une super ville, quoi. Et aussi l'ambiance, quoi, la culture. Il y a une super culture urbaine là-bas, il y a une culture de la dèche aussi. Au Portugal, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont heureux, quoi. C'est des chansons en français que j'ai faites. Donc les lusophones qui étaient sur place, ils ne comprenaient rien à ce que je disais. Donc ils étaient sensibles à la mélodie, à la musique. Et ils me disaient ouais c'est bon, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, c'était une bonne approche pour me donner un avis du boulot que j'étais en train de faire. S'il fallait une ligne directrice entre le premier et le 2e album, ce serait moi, puisque moi j'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé. Et voici que me voilà, oui me voici, c'est moi que là. Moi je peux chanter, parler de tout ça, quand tout ça se passe ici-bas, où il y a des hauts, des bas, des bas, des hauts. C'est toutes mes influences en fait qui m'ont formé musicalement. Tu viens de parler de rap, de blues, de hip-hop, de blues, de reggae, reggae au sens large du terme, c'est-à-dire steady, un peu dub, ska. C'est tout ce qui m'a formé musicalement, donc c'est un petit peu, si j'avais envie de me faire plaisir pour cet album, donc c'est pour ça que tu retrouves toutes ces touches musicales, piste après piste. Comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Toutes les chansons dont je suis fan, que ce soit les chansons de Otis Redding, de Aretha Franklin, de Sam Cooke, James Hunter, plus récemment Amy Winehouse, des personnes comme ça. Si tu fais bien gaffe, il n'y a vraiment pas beaucoup de paroles. Dans chaque couplet, il y a quoi? 7-8 phrases maximum. Tu vois. Donc ça, c'est le but que je m'étais fixé. Je m'étais dit, là c'est encore assez autobiographique comme album, mais moins que le premier. Il y a quand même quelques chansons où je réussis à raconter des histoires dans lesquelles je ne suis pas inclus. Et ça aussi, c'était un but que je m'étais fixé. Maintenant, par rapport à
c'est plus des connotations sociales qu'un véritable engagement, parce que si on fait attention dans la vie, moi je suis malheureusement comme des milliers de personnes ici, je suis assez individualiste, je m'occupe de mon petit beau, je me préoccupe de mon bonheur à moi avant celui des autres, des choses comme ça. Donc on ne peut pas dire que je suis véritablement quelqu'un d'engagé dans la vie, en tout cas je refuse l'étiquette parce que je pense que je bouge pas assez mon cul par rapport à plein de collègues, tu vois. Mais ça m'empêche pas de remarquer ce qui se passe autour de moi, comme dans la chanson Rodéo Boulevard, où j'en parle un petit peu, tu vois. Tu vois, ça sature tellement de Paris que quand je viens en banlieue, surtout ici à Cergy, on a de la choune, il y a des bois partout, il y a des, tu vois, dans tous les quartiers pratiquement, il y a des bois autour et tout, moi je respire quoi. Alors que c'est même pas la campagne encore. Tu vois. Donc ouais, je reviens toujours avec joie ici. J'y ai quand même passé 20 ans. Et tout ça, ça se passe à Jules Moutier, avec vous et parmi vous. Alors mille merci d'être venus et j'espère que ça vous a plu. Voilà, Nice dont on attend le 4e album. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr tout de suite sur vonews.fr. Sinon, à demain.